question sur un volet qu'on n'a pas abordé. C'est sur la question des coûts et des retombées des caisses primaires d'assurance maladie. Et puis de la réflexion que pourraient avoir certains patients, quel que soit le secteur, culpabilisés par rapport à la lourdeur, au coût des soins. Et là, ce qu'on vient d'entendre, au renoncement. Renoncement. Oui, j'ai commencé par une toute petite réponse, mais ça a été bien vu, hein. C'est qu'il y a souvent des marges d'escalier entre les différentes prises en charge possibles. Et le problème, c'est la continuité des soins, hein. Ça a été bien évoqué dans la dernière présentation. On voit à quel point, ben, en fonction des besoins, on se retrouve dans une situation, ben, où les soins deviennent trop importants par rapport aux monsieur. Ils ne sont pas assez importants là où ils sont et ils deviennent trop importants dans la structure suivante. Pour la présentation sur l'HAD et le relais par rapport à l'hôpital, on a la même chose. Et il y a parfois des marges d'escalier tellement importantes que, oui, on peut aboutir à des renoncements, oui. Au niveau de l'HAD, en fait, je sais qu'on est des fois contacté par les EHPAD parce que justement, quand le patient passe en HAD, il y a une prise en charge des soins. Donc en fait, c'est l'HAD qui prend en charge les soins, le passage des infirmiers libéraux au sein de l'EHPAD. C'est plus l'EHPAD qui paye, en tout cas, cet acte-là. Donc c'est des fois un choix qui est fait aussi pour le patient. Voilà. Je pense que votre question, c'est est-ce qu'on ne fait pas un constat aujourd'hui que les soins nécessaires et requis, enfin, que ce soit à domicile ou dans une institution comme celle que vous décriviez ou en EHPAD, est-ce que du coup, on est vraiment dans une situation où on a les moyens financiers et humains et de compétences nécessaires pour la complexité de la situation médicale. C'est la vraie question. Et qui dit renoncement aux soins, c'est une question qui est brûlante, je pense. Vraiment, votre question est une question très pertinente. La réponse des financements, c'est vrai que pour l'exemple de l'EHPAD, il y a cet outil Pathos qui est censé valoriser les besoins en soins, mais cet outil, il n'est pas forcément soutenu vraiment. Et est-ce que l'algorithme qui transforme les points en argent est vraiment aujourd'hui pertinent 20 ans après? Non, il est obsolète, certainement. Donc il doit être revu, mais ça fait quelques années que ça doit être revu. Mais il y a une question financière derrière, et après il y a une question de disponibilité des personnels soignants, que ce soit en EHPAD, en HAD et à domicile. Il y a pas assez de... Il y a un problème de vocation peut-être, et puis de salaire, de conditions de travail, de reconnaissance, voilà, et qui aboutit certainement à certains renoncements. Demander à Mme Iltis, à M. Giette, dans vos activités, est-ce que vous avez déjà eu des demandes de sédation profonde et continue à domicile et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je pense à ce monsieur-là qui est décédé au bout de 10 jours et qui retourne à l'hôpital. S'il avait demandé une sédation profonde et continue, qu'auriez-vous fait? Nous, on a réalisé une sédation profonde et continue à domicile. Après, c'était une patiente qui avait une SLA. C'était sa demande. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis à l'HAD, c'est la seule qu'on a réalisée. C'est très compliqué. C'est pas dans le fait de sédater quelqu'un, c'est pas le plus compliqué pour être direct, mais c'est pour être sûr que la sédation résiste, que le patient ne se réveille pas, pour être concret, en présence de ses proches à domicile. Sachant qu'au niveau de la HAD, du coup, c'est un médecin qui est allé à domicile, qui a réalisé la sédation avec une infirmière HAD, une ou deux, je ne sais plus combien de personnes se sont déplacées ce jour-là, sont restées le temps que les choses semblent stabiliser, mais on n'est pas à l'abri que 6 heures après, la personne montre des signes d'éveil. Et si, je me souviens, je crois qu'on n'était pas loin de Guebwiller, donc nous on est centré sur Colmar, hein, donc y aller, c'est pas 5 minutes. Personne de l'HAD reste sur place? Non. On ne peut pas. Notre secteur d'astreinte, pour vous donner un exemple, nuit et week-end, c'est une infirmière pour tout le GHT 11. Actuellement, 125 patients en charge, dont un tiers de soins palliatifs. Donc, voilà, c'est mathématique. Même quand on a 2 personnes en soins palliatifs qui posent un problème, on fait des choix. D'accord. Ouais.
avant de savoir comment y répondre, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi il aurait pu faire cette demande. Ouais, mais... Bah oui, mais s'il avait demandé, pourquoi il aurait demandé? Est-ce que c'est parce que, effectivement, il ne pouvait plus rester à domicile? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une autre souffrance? Est-ce que, vous voyez? Bah, on aurait évalué sa demande s'il correspondait aux critères prévus, on l'aurait fait. Mais si sa demande, c'était pas, par exemple, je suis contraint d'être hospitalisé, or je veux absolument rester chez moi, sédatez-moi parce que je veux rester chez moi, peut-être la première chose à faire, c'est de voir comment on peut peut-être améliorer les choses à domicile pour qu'effectivement il reste chez lui sans y être sédaté. J'aurais voulu revenir sur la question du pathos que vous évoquiez avant. Vous évoquiez la notion que les soins étaient évalués en EHPAD sur leur dimension nécessaire et faisable. Et il y avait un troisième terme, et utile. Voilà. Alors, je suis un peu troublé parce que la notion de faisable, qui c'est qui l'a définie? Est-ce que c'est faisable au regard des moyens humains et de compétences de l'EHPAD en question, ou est-ce que c'est faisable par rapport à l'absence de disponibilité de lits en milieu hospitalier ou de médecins disponibles à ce moment-là? Non, les 3 critères utiles, faisables et acceptés, c'est ce qu'on appelle les soins requis. C'est-à-dire que je suis également valideur pour l'ARS Pathos. On fait totalement abstraction de ce qui existe au moment où on fait cette évaluation. Ce résident sort de l'hôpital, il a besoin d'une revalidation de la marche, il a besoin de kiné. J'ai pas de kiné, ben, ça fait rien. En soins requis, on va noter niveau R2, voire R1, de besoin en soins de kinésithérapie, par exemple. Non, le soin, c'est des soins, c'est pas un constat de ce qui est fait, mais c'est ce qui devrait être fait. Oui, je m'interrogeais sur le rôle du médecin traitant. Il y avait une slide tout à l'heure. Est-ce qu'un médecin traitant peut refuser une HAD d'un de ses patients à domicile? Et quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre dans ce cas-là? Et aussi, est-ce qu'on peut prévoir une HAD à domicile quand la personne est dans un désert médical où il n'y a même pas d'infirmier, d'infirmière, par exemple? Aujourd'hui, la prise en charge en HAD, le médecin traitant est contacté. On ne peut plus vraiment dire qu'il y a de refus. On peut prendre en charge... et puis, on n'en a plus de manière concrète. Il y a quand même rarement des... Non, mais il y en a beaucoup moins qu'à une époque, je pense. À une époque, c'était vraiment requis, l'acceptation du médecin traitant. Je ne sais plus si on peut parler en ces termes-là aujourd'hui. Il est contacté. Nous, on le contacte de toute façon à l'admission. Mais c'est vrai qu'il y a des médecins qui ne sont même pas informés du retour à domicile en HAD. Alors... C'est un peu large parce que l'HAD, c'est pas que les soins palliatifs, hein, il y a aussi les perfusions d'antibiotiques à rétrocession. Voilà. Le médecin traitant, il va pas être contacté pour ça. Mais nous, systématiquement, l'HAD, le médecin HAD passe un coup de fil au médecin traitant pour expliquer la prise en soin du patient en HAD à domicile. Donc, du coup, on ne peut plus vraiment se placer sur un critère de refus. Par rapport à l'absence de médecin traitant, c'est compliqué parce que nous, on a tendance à l'HAD à ne pas accepter une prise en charge sans médecin. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se substituer techniquement au médecin traitant. On dépanne pas mal, je pense qu'on dépanne de plus en plus en tant que médecin HAD, mais on ne peut pas le remplacer. Ça nous est arrivé qu'en fait, un patient rentre et le médecin traitant était parti à la retraite et qu'il n'y ait pas de successeur, donc on était sans médecin traitant. Ben, on a fait jouer tous les réseaux qui existent aujourd'hui à la CPTS et autres pour trouver un médecin traitant. On a pallié en attendant. Et du coup, par rapport au manque d'IDEL, ben, en fait, c'est un prérequis. Hein. Quand on reçoit une demande d'admission, notre infirmière coordinatrice établit les soins, les besoins en termes matériels, en termes humains. Si on n'a pas d'IDEL, il n'y a pas de sortie. Ça, c'est très clair. Même, je dirais, c'est plutôt le manque d'IDEL qui empêchera la sortie que le manque de médecins. Parce qu'après, il y a aussi beaucoup de médecins traitants, si on veut complexifier la réflexion, qui ne font plus de visite à domicile.
Donc sur le papier, on a le médecin traitant, donc pas de problème, hein, parce que nous, on va pas vérifier à chaque fois que le médecin traitant va à domicile, et c'est à l'admission que le médecin nous dit, mais de toute façon, moi, je vais pas au domicile. Mais ça, c'est un problème un peu plus large que l'HAD, je dirais. Ça rentre aussi dans le vieillissement de la population, de patients qui ont des pertes d'autonomie et qui n'ont plus de médecin qui se déplace à domicile. Je pense que le problème est plus large. Mais voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à... Et ce que je trouve intéressant dans la table ronde, c'est qu'en fait, vous avez mis en tension le souhait de chacun des patients, qui soit hospitalisé à domicile ou que la personne soit résidente en établissement, avec la limite de l'institution, qu'elle soit technique, professionnelle ou managériale. Et c'est vraiment un point d'achoppement qui ressort de cette table ronde en tout cas. Je vous remercie beaucoup.